Salut, c'est Alexandre Bréant et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans cette série de vidéos sur la SAS. Et aujourd'hui on va voir comment le fonctionnement de la SAS. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir c'est que pour créer une SAS, le nombre d'associés minimum est de un ou 2 selon si vous créez une SASU, donc une société par action simplifiée unipersonnelle. Là, il n'y a besoin que d'un seul associé et c'est le maximum qu'il puisse y avoir d'associés. Ou sinon, si vous créez une SAS et non une SASU, et bah, tout simplement, vous avez un nombre d'associés minimum qui est de 2. Et il n'y a pas de maximum en termes de nombre d'associés. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que lorsqu'on crée une SAS, eh ben, il n'y a pas de capital minimum. Le capital de la société peut juste être 1 euro symbolique, tout simplement. Contrairement à certaines formes juridiques, eh ben, là ici, il n'y a pas de capital social minimum, donc ce qui permet en fait de créer une société sans avoir besoin d'avoir dizaines de milliers d'euros d'apport, tout simplement. Alors, en parlant d'apport, maintenant on va voir quels sont les différents types d'apports que l'on peut faire dans une SAS. Tout d'abord, commencer par les apports en numéraire. Alors, les apports en numéraire, concrètement, qu'est-ce que c'est? Et bien, tout simplement, c'est lorsqu'on apporte de l'argent en fait dans une société, c'est-à-dire qu'on fait un virement sur le compte bancaire de la société pour son apport en numéraire. Alors, l'apport en numéraire, en fait, lorsqu'on fait un apport dans une société, lors de sa création, ou même lorsque l'on augmente le capital de la société, eh ben, il y a donc une façon de délibérer le capital, c'est-à-dire une façon de l'apporter. Il faut que, en fait, lors de la constitution, pour les apports en numéraire dans une SAS, il faut qu'il y ait au moins la moitié de la valeur nominale des actions qui soit libérée. Concrètement, ça veut dire que si j'ai un capital de 1000 euros, si une SAS a un capital de 1000 euros lorsqu'elle est créée et que tout est apporté en numéraire, si la valeur nominale des actions est de 1 euro, et bah tout simplement, chaque associé doit apporter 50 centimes au minimum, multiplié par le nombre d'actions qu'il souscrit, qu'il va détenir. Et bah en fait, imaginons si j'ai 500 actions, et bah je vais devoir apporter 500 multiplié par 50 centimes, soit 250 euros au minimum lors de la constitution. Donc ça s'appelle la délibération. Et donc si on ne délibère pas à 100% les actions, eh ben, il y a un délai de 5 ans pour faire appel, pour appeler les fonds restants, tout simplement. Ensuite, il y a les apports en nature. Alors, un apport en nature, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement, par exemple, si vous apportez une machine, un véhicule, un bien immobilier, ça va être un apport en nature. Alors, là, les apports en nature, ils doivent être délibérés dès la Constitution. Par contre, un apport en nature, c'est pas comme un apport en numéraire. Un apport en numéraire, voilà, 1 euro est égal à 1 euro, on ne peut pas tricher ou surévaluer un apport en numéraire. Par contre, un apport en nature, c'est une évaluation d'un bien, de la valeur d'un bien, et ça, par contre, c'est beaucoup plus compliqué, étant donné qu'il faut tenir compte du marché, et donc la valeur qu'on va retenir en apport, c'est la valeur auquel on pourrait céder le bien. Étant donné que, vu que le capital, lorsque vous allez voir quelqu'un, un créancier, et va tout simplement, le capital, c'est ce qui fait gage entre guillemets, de solvabilité. On va se dire, voilà, en cas de faillite, si le capital est de 500 000 euros, on va se dire, voilà, est-ce que normalement, là, voilà, je pourrais récupérer ma créance sur mon débiteur, ou honnêtement, c'est-à-dire que si on doit de l'argent à un fournisseur, et bah, le fournisseur, avant de nous dire oui, voilà, vous pourrez payer au bout de tant de jours, et bah, il va regarder le montant du capital social au minimum pour savoir si l'entreprise euh, pourra honorer sa dette en cas de liquidation. Et donc, pour éviter
des mauvaises évaluations, euh, de biens apportés dans une société, et ben, il va falloir faire appel à un commissaire aux apports pour qu'il vienne évaluer les différents apports en nature, tout simplement. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le commissaire aux apports euh, est obligatoire en principe, mais euh, il peut ne pas évaluer les apports en nature si et uniquement si trois conditions sont réunies. Il faut que la décision soit prise à l'unanimité par les associés. Il faut que chaque apport en nature ait un montant inférieur à 35 000 euros. C'est-à-dire que si j'ai un apport en nature qui est à 50 000 euros, c'est pas possible. Attention, par contre, ce n'est pas le cumul des apports en nature, c'est chaque bien individuellement. Et troisièmement, il ne faut pas que les apports en nature représentent plus de 50% du capital. Si ces trois conditions sont réunies, eh ben, il n'y a pas de commissaire aux apports qui viendra évaluer les biens. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez un commissaire aux apports qui évalue vos biens, vous n'êtes pas obligé d'inscrire la valeur tout simplement qui a été évaluée par le commissaire aux apports, c'est-à-dire que les associés ils vont voter à l'unanimité, sauf la personne apportant le bien concerné. Les associés vont voter à l'unanimité pour décider si oui ou non ils vont retenir une autre valeur que celle donnée par le commissaire aux apports. Par contre, si une autre valeur est retenue, il ne faut pas que ce soit une majoration frauduleuse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le bien soit surévalué, parce que sinon, ça constitue une infraction et ça peut aboutir à des poursuites pénales. Donc, plus simplement, s'il y a un commissaire aux apports, ce n'est pas obligatoire de retenir la valeur que le commissaire aux apports va donner. Par contre, si les associés décident à l'unanimité d'adopter une autre valeur et que cette valeur est surévaluée, et bien tout simplement, il peut y avoir des poursuites pénales, étant donné que c'est une infraction. Et également, il y aura un recours par les créanciers, c'est-à-dire les personnes à qui la société doit de l'argent, tout simplement parce qu'il y aura eu en gros une tromperie de ces personnes-là en ayant surévalué le bien, enfin les biens, le ou les biens apportés. Alors également la troisième forme d'apport, ça va être l'apport en industrie. Donc un apport en industrie, qu'est-ce que c'est? C'est apporter son savoir-faire, une technique à la société. Et alors, en échange de cet apport en industrie, on va accorder des parts sociales, enfin des actions plutôt, et on va accorder le nombre d'actions qui va être accordé. En principe, ça va être le nombre d'actions de l'associé qui a le moins apporté en capital, c'est-à-dire que ce soit en numéraire ou en nature, ou les deux combinés. Par exemple, si je constitue une SAS avec 1000 parts, avec 1000 actions, et que celui qui a le moins apporté détient 50 actions, et bah celui qui fait un apport en industrie aura 50 actions. Après, il peut y avoir plus, mais ça sera défini dans les statuts également. Donc après, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on fait un apport en industrie, il y a un contrôle par un commissaire aux comptes pour voir si le nombre de parts est justifié en raison du savoir-faire apporté, mais également si le savoir-faire n'est pas fictif, c'est-à-dire que si ce n'est pas entre guillemets du vent, quelque chose inventé sur le papier, mais qu'en réalité, l'associé n'apporte pas son savoir-faire. Alors maintenant, on va voir qui dirige la société, qui dirige une SAS. Alors dans une SAS, ça va être un président qui va diriger la SAS. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que dans une SAS, on peut avoir également un directeur général, des organes de contrôle, si on le souhaite, étant donné que
les statuts sont libres et ça c'est quelque chose qui est possible. Par contre, il faudra juste voilà, l'indiquer dans les statuts avec les modes de fonctionnement. Alors, qui peut être donc un dirigeant d'une ESAS, président d'une ESAS? Bah, tout simplement, ça va être des majeurs, les majeurs qui ont la capacité juridique, les mineurs non émancipés, les personnes qui ne peuvent pas être associées, les personnes qui ne peuvent pas être présidents de SAS sont par exemple les fonctionnaires ne peuvent pas l'être étant donné que ils sont incompatibles, jugés incompatibles, mais également des avocats, certaines professions libérales, enfin réglementées, les personnes qui ont une interdiction de gérer, les mineurs non émancipés et également les majeurs qui sont incapables juridiquement, notamment s'ils sont sous tutelle ou sous curatelle. Alors aussi, le président de la SAS peut également être une personne morale, c'est-à-dire une société, tout simplement. Et donc la société va nommer un représentant qui va donc exercer au titre de président de la SAS pour le nom de la société qui est président de la SAS, tout simplement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le président de la SAS est assimilé salarié, c'est-à-dire qu'il est au régime général de la sécurité sociale et il n'est pas un TNS, c'est-à-dire travailleur non salarié, et soumis au RSI. Également, la nomination du président de SAS va être la façon dont on va le nominer, comment est-ce qu'on va pouvoir l'évoquer, et également la durée de son mandat, sa rémunération et tout. Et bah, ces éléments vont être indiqués dans les statuts. Comment est-ce qu'on va procéder pour nommer un dirigeant, le révoquer, comment est-ce qu'on va le rémunérer, comment est-ce qu'on décide de sa rémunération, la durée de son mandat, la limitation de son pouvoir, hein. Et bah tout ça, ça va se retrouver dans les statuts. Donc c'est vraiment important de bien, lorsqu'on rédige des statuts de SAS, c'est vraiment très important de faire attention à tout, étant donné que ça aura des conséquences juridiques après, bien sûr, et ça peut prendre donc, ça peut entraîner donc une perte de temps si les statuts sont mal rédigés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on nomme un dirigeant de société, on a deux possibilités. La première, c'est de le nommer directement dans les statuts. La deuxième possibilité, c'est de le nommer dans un acte annexé au statut. Pourquoi est-ce que c'est mieux de le nommer dans un acte annexé au statut? Tout simplement parce que s'il est dans un acte annexé au statut, lorsqu'on va changer de président, de dirigeant, il n'y a pas besoin de changer les statuts, donc il n'y a pas besoin de convoquer une assemblée générale extraordinaire. Et donc, étant donné qu'en assemblée générale extraordinaire, on va voir que souvent, les prises de décision requièrent une majorité plus élevée, mais également c'est des formalités en plus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les sociétés, il y a des assemblées générales qui sont organisées, c'est-à-dire qu'on va réunir l'ensemble des associés. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux types d'assemblées générales. On a les assemblées générales ordinaires et les assemblées générales extraordinaires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la SAS, la façon dont on va convoquer les associés, comment est-ce qu'on va transmettre les documents nécessaires aux associés, donc la façon dont on va fonctionner l'assemblée générale, comment est-ce qu'on va prendre les décisions en assemblée générale, tout ça va être défini dans les statuts. Donc encore une fois, les statuts dans une SAS sont vraiment très importants et sont au cœur du fonctionnement de la SAS, contrairement à certaines autres formes juridiques. Dans la SAS, c'est vraiment les statuts qui organisent de A à Z la société. Et c'est pour ça que, étant donné qu'ils sont libres, il faut très bien les rédiger. Donc voilà, étant donné que la prise de décision est libre, bon, souvent en assemblée générale ordinaire, on va retenir la majorité, tout simplement. Alors, maintenant vous allez me dire, ouais, mais quand est-ce qu'on fait une assemblée générale ordinaire? Quand est-ce qu'on fait une assemblée générale extraordinaire? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une assemblée générale ordinaire est obligatoire. Il y en a une qui est obligatoire annuellement
Et il y en a une deuxième qui est obligatoire selon une certaine condition. Alors, il y a une assemblée générale ordinaire annuelle obligatoire pour approuver les comptes et répartir le résultat. Également, c'est obligatoire lorsqu'on veut nommer un commissaire aux comptes. Une assemblée générale ordinaire est également obligatoire lorsqu'il y a une convention réglementée qu'il faut approuver. Alors, les assemblées générales extraordinaires, elles sont obligatoires lorsque l'on va modifier les statuts, tout simplement. Lorsqu'on modifie des statuts, c'est directement, sans se poser de questions, on fait une assemblée générale extraordinaire, peu importe le motif de la modification de statut. Et donc souvent en assemblée générale extraordinaire, les conditions de la majorité est beaucoup plus élevée qu'en assemblée générale ordinaire. Par exemple, ça peut être les 2/3 des voix, tout simplement. Ce qu'il faut savoir également, c'est que lorsque on va définir comment est-ce qu'on va prendre une décision, on peut également retenir un quorum. Et qu'est-ce que ça va être un quorum? Tout simplement, ça va être le nombre de présents ou de représentés en termes de droit de vote, qui est le minimum à respecter pour pouvoir prendre une décision. Par exemple, si le quorum est de 1,5 dans une certaine assemblée générale, et bah s'il y a moins de la moitié des droits de vote qui sont présents ou représentés, et bah on ne va pas pouvoir prendre une décision, tout du moins en première consultation, étant donné que dans les statuts on va prévoir une deuxième consultation où on va prévoir des conditions plus modérées en termes de quorum. Par exemple, en première consultation, on peut demander 1,5, la moitié donc des droits de vote et des présents et représentés, mais en deuxième consultation, on peut demander par exemple un quart, tout simplement. Donc la vidéo touche à sa fin sur le fonctionnement de la SAS dans cette série de vidéos sur la SAS. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire ou en aimant la vidéo. Si vous êtes intéressé par le droit des affaires et le droit fiscal, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, étant donné que il y aura beaucoup de vidéos traitant de ces sujets-là, tout simplement. Après, pour ceux qui veulent aller plus loin dans ce qui concerne le droit fiscal, pour ceux qui sont intéressés par la fiscalité de l'investissement immobilier ou de l'achat et de la revente de biens immobiliers, dans la description, vous allez retrouver deux liens qui vont rediriger vers le livre que j'ai écrit s'intitulant La fiscalité immobilière. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!